quelques minutes. Je vais répondre à différentes choses à ma manière. Bon, d'abord, Hervé, il faut aborder évidemment la question de la Chine parce que c'est très important. Je trouve, j'ai mort du communisme. Le communisme, c'est la nostalgie du futur. Ah voilà. Donc bon, bah moi j'aime bien. Ouais, parce qu'on est toujours nostalgique de ce qu'on a envie, quoi. Voilà. Hein. Et puis terminer aussi parce qu'on a besoin de rassembler. Je pense que ça a été dit à de multiples reprises. Il y a un impérialisme, il y a un capitalisme mondialisé. Et puis il y a des choses qui bougent. Oui, il y a une absence, il n'y a pas assez de communisme et de communisme organisé. Mais on n'est pas seul sur la planète. Il y a d'autres forces. Et je termine simplement là-dessus parce que moi je suis du pays de Maurice Thorez qui a tendu des mains à des travailleurs, qu'ils soient communistes, chrétiens ou autres. Terminer par cette citation d'un Argentin, hein, pas celui qu'on a l'habitude de citer, mais celui qui est aujourd'hui devenu pape François, hein, qui dit que simplement l'argent à tout prix, c'est le fumier du diable. Ouais, vas-y, Jean Salem. Salvador. Alors, Jean Salem, vas-y, Jean. Bon, alors 3 mots, comme tout le monde, en essayant de ne pas être trop long. Tout d'abord, 3 mots qui seront démocratie, on va dire philosophie, culture et guerre. Démocratie, je crois que s'il y a évidemment un combat mais élémentaire, basique de chez basique à mener à ce sujet, Domenico Lo Surdo, déjà cité tout à l'heure par moi, j'ai un petit fascicule qui s'appelle La Révolution d'Octobre et la démocratie dans le monde, publié évidemment chez Delga, en français, explique qu'on vit tout de même, surtout ceux qui ont mon âge depuis 35 ans, sous le régime qui a un rapport avec l'effet du matraquage qu'on connaît. Mademoiselle Démocratie était parée de toutes les vertus au début du XXe siècle. Sont venus deux méchants, grossiers personnages, le communisme et le nazisme. Elle s'en est débarrassée dans l'ordre inverse. Et enfin la voici réconciliée avec Monsieur Marché, le Marché, pas Georges, et pouvant filer un amour parfait, maintenant que ces deux monstres de négation de la démocratie ont été rayés de la carte. Et il rappelle très vite, à juste titre tout de même, non pas les petits faits qui concernent l'armée française en Indochine ou en Algérie que j'évoquais tout à l'heure, il rappelle les lynchages des Noirs accusés de viol, c'est-à-dire en général de relations sexuelles avec une femme blanche aux États-Unis, avec, pour assister au lynchage, les enfants des écoles qui pouvaient avoir une journée de libre, le spectacle pouvant inclure castration, écorchement, bûcher, pendaison, fusillade. On ramassait les souvenirs de l'événement, entre guillemets, des dents, des organes génitaux. Il faut tout de même, sans se complaire, comme a fait Glucksmann pendant 30 ans, dans l'horreur, dans les images de sang, enfin, les machins glauques et nauséabonds, il faut quand même qu'on remette un peu les pendules à l'heure. Qu'est-ce que c'est que leur démocratie? Si on faisait un livre noir de leur démocratie, ça serait assez difficile à supporter. Deuxièmement, un ami, un camarade certainement ici présent m'a rappelé que ce n'est pas la philosophie qui change le monde, il aurait même pu citer Marx, ce qui importe, ça n'est pas d'interpréter le monde, c'est de le transformer. Mais à part qu'en société, c'est pas gentil de dire tu sais ton métier ça vaut pas tripette, il faudrait tout de même éviter, je vous en supplie, hein, tout le monde a des gros malheurs, des souvenirs horribles du stalinisme, de choses terribles qui lui sont arrivées, y compris dans le Parti communiste français. Par pitié, le mépris des livres et de la théorie, Lénine dit déjà que c'est un défaut franco-français sur lequel il faut revenir. Georges a cité les phrases archi-fameuses, pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire.
Et sans y passer une heure, je dirais simplement que on fait ce qu'on peut, on s'amuse comme on peut. Je n'ai pas essayé d'être député européen. Je suis très content, dans un univers où il y a 10 ans, quand on prononçait le nom de Marx, les étudiants très poliment posaient leur stylo en attendant que ça se passe. D'avoir imposé dans un milieu hostile, parfois très méchant. On ne déporte pas dans les mines de sel. Certes, l'université, c'est pas triste. L'existence d'un séminaire où viennent 100, 150, 200 personnes chaque semaine, avec des vrais gens, camarades. Un gros tiers d'étudiants, puis des vrais gens. C'est pour ça qu'on faisait le samedi après-midi, dans un amphithéâtre de la Sorbonne, et c'est téléchargé par 30 000 internautes, dont des tas de vrais gens. Je vous invite à le faire, publicité non déguisée, parce que bien évidemment des camarades bénévolement filment tout ça. Alors je ne méconnais pas les limites, je ne vais pas rappeler mon grand âge au camarade qui a parlé. Je sais depuis tout petit que c'est un point au centre du marxisme. C'est la classe ouvrière évidemment qui est le nerf, le fer de lance de toute action révolutionnaire sérieuse, durable. Et vu ce que j'ai raconté de mon petit parcours, j'ai appris auprès de mes parents que même dans des pays comme l'Algérie ou la Chine, eh ben, une classe ouvrière embryonnaire qui constitue 3% de la population en Russie, devenue Russie soviétique, c'est ça tout de même qui conduit une révolution socialiste, même s'il y a une immense masse de paysans qui constituent l'essentiel du peuple laborieux dans ce genre de pays. Attention à l'inculture, franchement. Socialisme ou barbarie, c'est un peu ce qu'a dit Hervé. C'est une manière traditionnelle de parler de l'urgence qui appelle notre engagement décidé contre les guerres, contre du capital, contre la guerre. Et il va de soi qu'on regrette amèrement la disparition des écoles de formation dans le parti, qui faisait, entre autres, d'un ouvrier pâtissier à l'âge de 12 ans, Jacques Duclos, un intellectuel qui pouvait écrire des livres. Bon, j'arrête de donner des leçons. Autant que les étudiants ne sont pas ici, je ne suis pas là pour ça. Je vous conseille de lire un livre qui n'a rien de marxiste, mais qui parle d'une chose qui est un de nos combats, d'un certain Nuccio Ordine, un Italien, l'utilité de l'inutile. Dans ce monde débile où on explique qu'attraper un diplôme, c'est avoir la possibilité d'attraper un job, dans le meilleur des cas, il y a toute une tradition d'Aristote, à Montaigne, avec 1000 autres philosophes qui parlent du bonheur d'apprendre pour apprendre et de l'importance qu'il y a à transmettre des passions, l'étude de la musique, l'étude de ce que vous voudrez, et tous les grands poètes ou romanciers d'extrême gauche ou communistes ont parlé de ça. On a cité Badiou tout à l'heure. Il faut avoir beaucoup de choses bien accrochées pour oser arriver dans cette période, dans l'amphithéâtre que je viens d'évoquer, devant près de 200 personnes, Badiou est très bankable, et dire, écoutez, Pablo Neruda, Bertolt Brecht, Nazim Hikmet, Paul Éluard, Louis Aragon, il y a tellement de poètes communistes qu'on se demande s'il y a une erreur de casting, s'ils se sont trompés, s'ils ont hésité entre la porte nazisme et communisme et ils ont choisi finalement la deuxième. Et il commence sa conférence en disant, je vais essayer de vous démontrer qu'il y a une affinité, quelque chose qui est vraiment une liaison indissoluble entre poésie et communisme. C'était présenté comme une plaisanterie culottée, mais je crois qu'il pensait vraiment à ce qu'il disait, et j'y crois. Troisièmement, sur la guerre, on a bien raison de rappeler, sans doute Hervé Fullier, que le danger de guerre mondiale est là, que l'impérialisme US possède 662 bases, parfois on va jusqu'à 1000 si on est plus large dans le décompte, répartis sur toute la planète avec 500 000 soldats US hors des frontières des États-Unis. Et plus de 1000, tu dirais, Rémi? Allons-y pour 1150, on prend ce qui est 935 000 hommes,
qu'il y a l'inflation, mais j'accepte tes chiffres, toi qui fais des exposés extraordinaires sur les situations du monde, séminaire, Marx, Sorbonne, Rémi Herrera, vous verrez. Ces guerres de plus en plus nombreuses, de moins en moins périphériques par rapport aux puissances centrales, ces guerres que le Parti socialiste a applaudi même quand il était dans l'opposition. Je parle évidemment de la Libye, mais on peut parler de la Yougoslavie dépecée sous les bombardements de l'OTAN. Et notre parti, à cet égard, n'a pas toujours été à la hauteur. Je termine vraiment, Marie-Christine, tu as raison. Ces guerres, elles pourraient quand même mériter quelque chose comme une ressuscitation, parler à l'ancienne, une renaissance, mais impulsée, provoquée par des gens qui font de la politique, du mouvement de la paix. Il ne peut pas être simplement une sorte de mouvement de déploration, ou un mouvement lacrymal, mais qui doit être un mouvement rassemblant, comme il l'a fait, des centaines de milliers de gens dans les rues. Comment se fait-il que notre parti n'ait pas fait grand-chose, à ma connaissance, lorsqu'on envoie des troupes françaises un peu partout, sur 5-6 théâtres d'opération en même temps, et qu'on arrive à faire gober pendant 5 ou 6 jours, qu'on nous a déclaré la guerre, qu'on nous a obligés d'entrer en guerre le jour des attentats de Paris. C'est extraordinaire. Le parti de la guerre a réussi ce tour de force en France de faire que la guerre est devenue une sorte de sous-branche de l'industrie du divertissement et que on n'est même pas au courant que nous la menons. Ça a un peu changé, je sais, depuis le 13 novembre, mais ça fait des années que nous sommes en guerre. Stop. Merci de votre patience. Alors, merci Jean. Daniel, continue. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Alors je pense que la question, excusez-moi, j'ai très mal à la gorge, la question que posent les camarades sur l'Europe, on la retrouve tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, moi j'ai été frappé dans le débat, y compris dans le parti, cette question n'est absolument pas traitée. Elle mériterait de l'être. Mais ce que je sais, c'est que déjà, le seul argument que j'entends en faveur du maintien de l'Europe aujourd'hui, c'est la peur. C'est-à-dire que je n'entends pas un autre argument que si on sort, c'est la catastrophe. Et jamais cette catastrophe n'est dite. En revanche, est complètement occulté, ne serait-ce qu'un simple détail qui préside à la création de la monnaie euro, c'est-à-dire le fait que l'Allemagne se retrouve avec une monnaie qui sous-évalue le Deutschmark, alors que la France se retrouve avec une monnaie qui, comme des autres pays du Sud, qui surévalue, c'est-à-dire que ça ne peut que faire avancer. Et si vous voulez, la situation, ça ne peut que dégrader la situation. Donc nous sommes devant rien que ce fait-là. L'autre fait que je vous pose, c'est que si la France sort, c'est pas le Brexit, si la France sort, il n'y a plus d'euros. C'est fini, la question est réglée. Donc vous avez là-dedans beaucoup de choses qui mériteraient au moins d'être éclairées. Et je pense il faut reprendre les textes sur Maastricht. Moi je me rappelle avoir mené la campagne pour Maastricht, c'était remarquable. Et tout ce qui était annoncé était prévu. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord, et je ne rentrerai pas là-dedans, ce serait trop long, avec la question du camarade sur la Chine. Et je crois qu'il y a bien des choses encore à dire sur la Chine. C'est vrai qu'il y a socialisme qui demeure. C'est vrai qu'il y a un socialisme d'un type socialisme marché, qui a la lutte anticorruption. Mais il y a un projet aussi. Ce projet qu'on appelle la route de la soie, ou un continent euro-asiatique, c'est le projet qui fait le plus peur à l'impérialisme américain. À partir du moment où ce projet s'est posé sur le continent européen, alors que c'était simplement un projet presque d'alliance, il y a eu l'OTAN, avec ce qu'il représente, parce que c'est pas simplement
l'alliance avec les Américains, c'est la guerre. Et c'est la guerre qui n'est plus seulement la guerre à l'extérieur, guerre néocoloniale, mais c'est la guerre en Europe même. Ce qui apparaît avec l'affaire de l'Ukraine, c'est que le continent désormais est devenu le lieu de la guerre. Et si vous voulez, on a appris quelques leçons ces derniers temps. Premièrement, on a appris la leçon de la Grèce. Si on n'est pas capable de poser la question de la sortie, eh bien, toute lutte devient inutile. C'est comme ça que je vois l'affaire Tsipras. On a appris que désormais le niveau de la concurrence intermonopoliste ne se contentait plus d'aller sur les terrains arabes, Moyen-Orient, tiers-monde, mais qu'on rentrait en Europe et que c'était l'affrontement direct avec la puissance nucléaire que représente la Russie. Donc nous sommes dans une nouvelle période et c'est ça qu'il faut regarder. Et dernièrement, je voudrais terminer pour reprendre un peu nos combats d'intellectuels. Moi maintenant, je n'ai plus aucun problème à l'égard du rapport avec la classe ouvrière. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce que je ne rêve que d'une chose, c'est que la classe ouvrière devienne suffisamment mature pour me foutre la paix et prendre le pouvoir. Et me laisser moi tranquille faire ce qui me plaît. Je ne suis pas du tout une espèce... Je n'ai jamais eu envie de faire de la politique, ça m'enquiquine, préparer les congrès, faire des trucs comme ça, c'est hors de mes centres d'intérêt. Par contre, il y a des trucs qui me plaisent, l'étude des textes, l'étude des représentations, travailler... Bon, mais ce que j'ai découvert, c'est que quand la classe ouvrière fait défaut, il s'avère qu'il y a quelquefois des intellectuels qui mènent le combat, souvent dans la solitude la plus absolue, et ils en prennent plein la gueule, parce qu'ils en prennent plein la gueule non seulement de la part de la bourgeoisie qui leur refuse tout droit à la parole, ça on en a l'habitude, mais désormais de la part des communistes eux-mêmes, qui ne les trouvent pas assez chatoyants pour leur plaire, et ils ont besoin de communistes, ils ont besoin d'intellectuels qui sont devenus des médiacrates et des gens qui passent sur les radios de télévision et tout. Alors quand la classe ouvrière me fera le plaisir de me foutre la paix et de prendre le pouvoir, je lui dirai bravo, j'attendais que ça. Excuse-moi alors, Jean, vas-y. Alors, voilà. Oui, bon, donc toujours, je n'ai pas changé d'identité, voyez-vous. Hein, ça serait pas le lieu, je pense. Donc toujours Georges Gastaud, PRCF, philosophe, tout ce que vous voudrez. Oui, donc très rapidement pour ma part, d'abord une question qui a été évoquée, c'est celle de l'internationalisme, du patriotisme, donc de leur lien. Si on analyse les choses en termes de classe, il n'y a pas d'opposition. Si c'est le patriotisme populaire, ça va très bien avec l'internationalisme prolétarien et ça s'oppose à la fois au nationalisme réactionnaire, raciste, etc., et au cosmopolitisme, au mondialisme, au supranationalisme européen et compagnie, quoi. Il faut voir les choses en termes de classe, et non pas dire patriotisme d'un côté ou internationalisme de l'autre. Si par exemple la France disparaissait de la carte du monde, et c'est possible, lisez le manifeste du MEDEF qui s'intitule « Besoin d'air », vous verrez que la destruction totale de la nation est en cours et que c'est un programme politique de leur part. Ce serait une défaite pour le mouvement progressiste mondial. Parce que tout à l'heure, il a très bien été dit qu'après avoir dégagé la révolution d'octobre, eh bien, le programme de la réaction, c'est de continuer et de liquider également, d'ailleurs, pas seulement la Révolution française, mais vous avez déjà vu ce qu'ils ont fait à la Grèce, mère des Lumières. Alors, la Grèce, Cuba, la France et l'Union soviétique, avec des, comment dirais-je, évidemment des mérites très différents au niveau de l'histoire mondiale, c'est quand même un vrai problème qui ne se pose pas qu'aux Français. Défendons aussi notre pays, parce que s'il disparaissait, ça voudrait dire aussi que le drapeau de 1789 tomberait après le drapeau de 1917. La deuxième chose que je voudrais dire surtout, c'est bon, la mémoire, effectivement, comme l'a évoqué tout à l'heure Hervé, effectivement, donc nous en sommes ici tous porteurs au PRCF. Nous avons l'honneur d'avoir comme président quelqu'un comme Léon Landini qui a été torturé par les nazis pas bien loin d'ici puisqu'il s'est échappé du Fort Montluc. Il est déjà venu ici à plusieurs reprises.
Et nous avons aussi porté, avec d'autres camarades, les camarades de Vénissieux étaient présents, je crois, même j'en suis sûr, la commémoration de Stalingrad en 2013. 500 personnes réunies à Paris sous la grêle avec la présence de l'ambassadeur de Russie, de Cuba, du Venezuela, pas du Venezuela, excusez-moi, de Biélorussie, etc., etc. Bon, donc tout cela, tous ces combats-là sont ultra importants, non pas seulement pour le passé, mais pour l'avenir. Et puis la question la plus fondamentale, c'est la question effectivement que faire, hein. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut quand même revenir très fortement. Nous avons une situation très intéressante quand même. D'une part, nous sommes tous là autour de la table dans notre diversité communo-communiste, si l'on peut dire. Hein. Bon, nous sommes tous de couleurs différentes pourvu qu'elles soient rouges. Et donc, effectivement, à partir de là, eh bien, il y a quelque chose que nous avons en main. Regardez le mouvement social avec les jeunes qui bloquent les lycées. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est drôlement important et que, bon, ils ne sont pas tellement soutenus à ce niveau-là. C'est drôlement courageux tout de même, hein, avec la répression qui leur tombe dessus. Avec les Goudières et compagnie, nous avons actuellement une montée du mouvement social avec une avant-garde sociale qui se remet en place. Ce que nous sommes en train d'essayer de reconstruire petit à petit, c'est effectivement une avant-garde. Une avant-garde politique qui doit faire sa jonction avec l'avant-garde sociale. Nous avons ici des idées au niveau de l'avant-garde politique sur, par exemple, la sortie de l'Union européenne, et par ailleurs, donc, le mouvement ouvrier, avec, par exemple, la chemise arrachée d'Air France, ou avec, effectivement, les luttes très radicales, effectivement, des Goudières, montre le bout du nez à l'initiative de la classe ouvrière. Comment on fait pour que tout ça se rejoigne? Et notre apport dans cette affaire, eh bien notre apport c'est précisément les 4 sorties de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et in fine du capitalisme, c'est-à-dire en définitive le déroulement d'un processus révolutionnaire avec une finalité. Des camarades ont posé la question sur quel programme. Bon, nous avons travaillé au PRCF à cette question, nous avons mis en place, après des mois et des mois de discussion, disons un programme de transition révolutionnaire, mais bien entendu il est à la disposition et soumis à la critique de tout un chacun. Et la question est ici, pour nous, dans l'immédiat, non pas tellement seulement de dérouler ce programme comme ça, mais effectivement de trouver comment faire pour que les deux avant-gardes se rejoignent. Nous avons tenté le 30 mai dernier, devant l'Assemblée nationale, c'était le 10e anniversaire du 29 mai 2005, donc de la Constitution européenne, et du nom à la Constitution européenne, de faire une manifestation. Ce n'est qu'un début, il faut élargir les choses. Puisque autour de la table, nous sommes tous ici pour la sortie de l'Union européenne par la gauche, par la porte à gauche, eh bien, pourquoi pas penser effectivement à refaire en plus grand ce genre de choses, pourquoi pas dans le Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs, puisque au fond maintenant nous avons des convergences sur ce sujet, et que le Nord-Pas-de-Calais, pardon, les Hauts-de-France, hein, et puis bon la Picardie derrière, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie ont été des régions, c'est pas un hasard, ce sont les régions les plus ouvrières de France, qui ont le plus voté non à Maastricht et qui ont le plus voté non à la Constitution européenne et qui ont effectivement donc ici des traditions solides de ce côté-là, donc nous pourrions aussi dérouler ce genre de choses et ça aiderait les avant-gardes politiques et sociales à se retrouver. Au fond, on a parlé du Brexit, alors moi j'ai envie de dire qu'il faut que nous les communistes on s'excite et même qu'on se frexite, si l'on peut dire. C'est le Frexit que nous devons porter, le Frexit par la gauche, le Frexit par l'unité, disons, de tous les combattants, qui soient communistes, progressistes, des patriotes aussi républicains, pourvu qu'ils soient évidemment très clairs et très carrés par rapport au Front National et par rapport à tous les racismes avec lesquels il n'est évidemment pas question de pactiser. Et je finis, pour ne pas être trop long, parce que, bon, évidemment, on arrive au bout, je finis en disant, bon, tout à l'heure, Hervé a cité Shakespeare, et donc la mémoire est l'étincelle de l'esprit, si j'ai bien compris. Et bien moi je dirais, faisons en sorte surtout que l'esprit combatif qui est le nôtre soit la mémoire de l'étincelle. Bon. Alors, juste un petit mot pour finir et 2-3 questions pratiques. Juste peut-être pour finir rassemblés, je pense qu'on mène tous un combat qui est très très difficile aujourd'hui. En 2000, la secrétaire départementale du Parti communiste dans le Rhône a fait un article dans le Progrès à l'issue de la conférence départementale et elle a dit les staliniens ont quitté la fédération du Rhône. C'était nous les staliniens, voilà. Donc ça me fait toujours rire quand j'y pense, d'abord parce que c'est elle qui nous a appelés comme ça, c'est pas nous, et parce qu'on est toujours là, voilà. Donc, eh ben,
ben, elle n'a pas gagné, elle a perdu. Voilà. Et quand je dis qu'elle a perdu, on pourrait aller plus loin que ça, parce que je suis prête à faire le bilan en plus sur 20 ans de ce qu'elle a perdu et de ce que nous, on a gagné. Donc, on irait plus loin que l'anecdote. Donc, on mène une bataille très difficile parce que, qu'on soit dedans ou qu'on soit dehors, qu'on ait essayé de faire autre chose, il nous manque un parti communiste aujourd'hui. Et c'est difficile de se battre sans ce parti. Je pense toujours à la chanson de Ferrat, quoi, sans l'affiche qu'on colle au mur du lendemain et qui nous permettait de savoir ce qu'on allait dire le lendemain, quoi. C'est difficile. Et les journées comme celle d'aujourd'hui, et j'espère qu'on a le projet d'organiser des rencontres internationalistes en 2017, si j'ai pas dit de bêtises, je crois même au moment de la Révolution d'octobre. Voilà, hein, donc donc on a ce projet-là. Et puis moi, si d'autres sections, d'autres fédérations pouvaient organiser des journées comme celle-là, vous voyez le temps qu'on prend sur l'Union européenne, mais ça mériterait toute une journée de discussion. On peut faire un moment de lutte et un moment de discussion, etc. Eh bien écoutez, franchement, il faut le faire, quoi. Et on peut s'entraider pour le faire. Mais ce que je voulais dire, y compris, c'est par rapport à ce qu'a dit Pedro sur la question de la classe ouvrière. Et c'est pour faire l'unité entre nous, justement. Parce que moi, ces journées, on les fait justement parce qu'on pense qu'on a besoin de cette nourriture idéologique, de cette nourriture philosophique, de ces moments de réflexion tous ensemble, à la fois pour ceux qui sont directement confrontés à l'exploitation dans les entreprises, pour pouvoir se battre, et à la fois pour ceux qui sont un petit peu plus loin, pour savoir comment ils y vont, comment ils aident et comment on peut se reconstruire dans les entreprises. Donc je crois qu'il faut vivre les choses non pas d'un côté ou de l'autre, mais en se disant que ce qu'on fait là, c'est pour être utile à tous, et qu'il faut quand même se rappeler que le Parti communiste français a été le parti qui a permis, qui a eu l'action d'éducation populaire une action d'éducation populaire formidable, qui permettait, on n'est plus tout à fait dans la même situation encore que, qui permettait à des camarades ouvriers qui avaient quitté l'école à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, qui n'avaient pas appris, qui avaient appris à lire, mais qui n'avaient pas eu accès à la lecture, à la culture, etc., et qui leur permettait de faire ce cheminement et d'en faire des ouvriers qui étaient en même temps des formidables intellectuels. Donc je crois qu'il faut surtout qu'on reste dans cette ligne-là et qu'on travaille à ça. Pedro en question, c'est comment vous voyez, et c'est sûr qu'il y a une connaissance historique et politique qui est très large. Tout simplement pour éclaircir un peu, je ne suis pas attaqué à la philosophie, tout simplement je voulais dire que le centre de l'activité communiste était vers la classe ouvrière, c'est tout.